très peu considéré, notamment dans les milieux académiques tels que l'université, et tout ça a bien changé. Depuis notamment la publication dans la Pléiade de ses œuvres complètes, il y a déjà 15 ans, 16 ans même, en 1999, la publication de son théâtre, la publication de ses romans, tout ça dans la Pléiade, la grande exposition rétrospective qu'il y a eu au Centre Pompidou en 2003, et puis, pas plus tard que l'an dernier, donc, il y a eu toute une série évidemment de manifestations à l'occasion d'un anniversaire, et notamment à la Cinémathèque, colloques et autres, et toute une série de publications. Alors c'est vrai qu'au terme de ces publications est venu ce cahier de Léane qui n'a pas la prétention de couronner le tout, mais qui en tout cas se veut un jalon dans la réception de Cocteau par une postérité qui est bien éloignée désormais du personnage qu'il a été. Vous voyez, moi-même, je n'ai pas connu Cocteau, j'en suis loin. Il était mort bien avant ma naissance. Mais quoi qu'il en soit, cet ouvrage-là est constitué de toute une série, évidemment, d'articles d'universitaires venus de tous les horizons. Et puis, il y a énormément de textes que j'ai exhumés, d'écrivains à la fois français et étrangers, pour certains traduits pour la première fois. Donc j'ai trouvé un texte de Borges, dans lequel Borges met un des livres de Cocteau, qui est de secret professionnel, parmi les 100 plus grands livres du XXe siècle. Donc c'est vraiment le dernier Borges. Le texte n'était pas paru, même pas dans les œuvres complètes en Pléiade. Donc je l'ai exhumé, je l'ai fait traduire, des textes d'Alejo Carpentier, des textes de Gertrude Stein qui n'avaient jamais été traduits, etc. Tout ça apparaît là, ce qui donne quand même une certaine fraîcheur évidemment à ce volume, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une collection de textes connus. Il y a aussi des inédits, en tout cas en français. Et puis il y a carrément des inédits de Cocteau, puisque j'ai trouvé des manuscrits, notamment un texte qui s'appelle La Croisière aux émeraudes, qui est conservé encore par Carole Weisweller, qui est la fille de la dernière mécène de Cocteau. Et j'ai pu l'éditer, annoter, etc., obtenir les autorisations, ce qui n'est pas forcément toujours facile, notamment du comité Cocteau, présidé par Pierre Berger. La partie n'était pas simple, mais finalement, nous y sommes parvenus, et voilà l'ouvrage qui est assez monumental. C'est, m'a-t-on dit, le plus gros cahier de Léane qui soit jamais paru, avec celui consacré à Sioran. Mais comme vous le savez, les éditions Léane sont liées à la Roumanie, puisque le fondateur, enfin pas le fondateur, mais en tout cas celui qui a pris la suite du fondateur était roumain. Quoi qu'il en soit, un gros ouvrage, illustré par ailleurs, et les documents ils sont rassemblés de façon un petit peu organisée, me semble-t-il. Toute une partie biographique, où on trouve des textes de Roger Martin Dugas, et vous parliez de Proust, alors ça m'intéresse parce que j'ai trouvé un pastiche de Cocteau, de Cocteau par Proust. Alors, les spécialistes connaissaient ce texte-là, qui avait été édité dans les cahiers proustiens il y a une quarantaine d'années, mais sous la forme de la critique génétique, c'est-à-dire que c'était proprement illisible avec tous les états du texte, etc. Donc, personne ne connaissait ce texte parmi les coctaliens. Donc j'y suis revenu, etc. J'ai réussi à le présenter, et donc il est vrai qu'à un moment donné, Proust a imité Cocteau, comme il a imité Flaubert, comme il a imité Anatole France, etc. Parce qu'il y a eu une forme de rivalité pendant quelques années. Vous avez un très beau livre de Claude Arnaud qui s'appelle Proust contre Cocteau, qui est paru en 2013, dans lequel il parle de cette rivalité. Et vous savez combien Cocteau ensuite est devenu un personnage important de la galaxie Proust, et notamment dans la recherche, puisqu'il est un des personnages de la recherche. Il est transposé dans la recherche du temps perdu. Il fait figure, en fait, il apparaît comme l'artiste que tout le monde a pris pour un artiste superficiel, et qui au bout du compte se révèle être un immense artiste. C'est ainsi que Proust le représente, faisant référence de manière transposée au ballet Parade en 1917. Bien, alors justement, ça m'amène à ma conférence, peut-être, s'agirait-il de l'évoquer. Cette conférence, son objet finalement, c'est un petit peu de décaper les légendes qui entourent Cocteau, et notamment celles qui entravent un petit peu la bonne marche de sa postérité auprès du grand public, à savoir cette légèreté, cette mondanité dont on l'accuse,
Et je veux vous montrer combien finalement le monde de Cocteau est un monde profondément cohérent et profondément pénétré par des questionnements graves. Et en l'occurrence, liés à la mort, bon, tout le monde connaît cela, mais vous allez voir que je vais essayer de montrer cet aspect-là, cet aspect mortifère de l'œuvre de Cocteau, sous l'angle biographique, parce que je commencerai par faire référence à un épisode de la vie de Cocteau qu'il a longtemps eu. On savait que son père était mort lorsqu'il avait 8 ans, mais pendant très longtemps, il a masqué l'origine de cette mort. Et son père s'est tiré une balle dans la tête. C'est un suicide. Et Cocteau n'en a que très peu parlé. Et il en parle à peine dans le portrait souvenir de Roger Stéphane à la télévision qui sera diffusé après sa mort. Il en parle dans son journal intime qui est paru chez Gallimard, mais en posthume, dans Le passé défini. Autrement dit, on ne voit aucune trace de ce suicide, alors que l'œuvre de Cocteau est empreinte de cet épisode fondamental, notamment évidemment pour l'organisation de sa psyché et de son imaginaire. Alors voilà M. Georges Cocteau, le père de Cocteau, lequel s'est suicidé, et vous me direz, mais pourquoi le mettre en relation avec une conférence sur l'image? Précisément parce que Cocteau, dans son journal intime, nous explique ceci. Il avait donc 8 ans, et voilà comment lui est apparue la mort de son père. Donc regardez, c'est à la date du 17 septembre 1952. La mort subite de mon père me fut d'abord un appareil de photographie qu'il devait réparer le lendemain, et qu'il ne réparerait pas. Je ne pouvais admettre cette mort, puisqu'il m'avait promis de réparer cet appareil. Il manquait à sa promesse, et il n'y manquait jamais. C'est ce détail qui me rendait sa mort inadmissible. Ça devient extrêmement intéressant, puisque pour l'enfant Cocteau, la mort de son père est liée à un appareil photo détraqué que son père lui avait promis de réparer, et évidemment, cette promesse n'a pu être obtenue. Autrement dit, il y a un véritable parjure. Cet appareil photo détraqué, on va le retrouver dans toute l'œuvre de Cocteau. Et évidemment, tout ça est resté en sous-roche, dissimulé, jamais dit par Cocteau, ça fait partie des secrets dont il a voulu sceller l'existence pendant très longtemps. Sans doute pour que certains commentateurs comme moi, au bout du compte, en fassent leur miel. Alors, précisément, je voudrais peut-être organiser ma conférence de la sorte. Premier mouvement qui pourrait s'intituler « La boîte à images », donc l'appareil photo comme boîte à images. Et vous parlez d'une pièce célèbre de Cocteau, qui est plutôt un ballet qu'une pièce, du reste, qui s'appelle Les Maris de la Tour Eiffel, qui est toujours en folio. C'est un ballet de 1921, avec toute une série de musiques du groupe des Six. Et ce ballet, Les Maris de la Tour Eiffel, nous présente quelle situation? Eh bien, en fait, vous avez sur la scène, au milieu de la scène, un appareil de photo géant qui est complètement détraqué, avec évidemment un photographe qui essaie de prendre en photo une noce venue se faire photographier sur le premier étage, au premier étage de la Tour Eiffel. Bien. Donc ça devient extrêmement intéressant quand on connaît évidemment l'origine dont je vous ai parlé, l'origine du traumatisme infantile de Cocteau. Alors justement, ce photographe essaie de prendre des photos et la machine est totalement détraquée. Et il sort de l'appareil photo, à chaque fois qu'il dit un petit oiseau va sortir, sortent des personnages, des lions, des autruches, etc. Grandeur nature, bien sûr, et joué par des danseurs, des danseurs des ballets suédois. Autrement dit, l'opérateur, le photographe, donc, est totalement soumis aux caprices techniques de sa machine. C'est une pièce, ou un ballet, qui est comique, totalement comique. Et au bout du compte, en fait, ce qui se joue en sous-main, c'est le drame intime de Cocteau, puisque bien sûr cet appareil photo détraqué qui, du fait de ce détraquement, provoque le désordre complet dans la noce venue se faire photographier, évidemment, renvoie au traumatisme de ce suicide a désorganisé totalement la famille de Cocteau lorsqu'il avait 8 ans. Et alors figurez-vous qu'à un moment donné, l'opérateur appuie sur le bouton, et qu'est-ce qui sort de l'appareil photo géant? Il sort un enfant qui est l'enfant des mariés, qui n'ont pas encore eu bien sûr, puisque le temps est totalement perturbé. Et le bébé, qui n'est pas un bébé du reste, qui est un petit garçon, sort de l'appareil photo, il prend des balles et il se met à massacrer toute la noce. Donc ses parents, il leur envoie des balles comme on le fait à la fête foraine. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs cette pièce avait initialement un autre titre, elle s'appelait La noce massacrée. Donc c'est assez intéressant, et du point de vue psychanalytique, d'appréhender
cette œuvre, non pas évidemment comme une œuvre simplement bouffonne, ce qu'elle est aussi, mais aussi comme une œuvre qui masque finalement le traumatisme photographique de Cocteau. Alors, La Noce massacrée, c'est aussi le titre en fait d'un recueil de prose que Cocteau a écrit en 1917 et dont il ne fera paraître que sur le tard, enfin qu'un petit peu plus tard, un texte qui s'appelle Sur Maurice Barrès, qu'il fera publier donc en 1921, et tous les autres textes sont laissés de côté par Cocteau. Il les réemploiera en quelque sorte dans un volume dont nous avons plus ou moins parlé tout à l'heure avec M. Guinbert, à savoir dans Portrait Souvenir. Portrait Souvenir, c'est un recueil que vous avez donc dans les Cahiers Rouges, chez Grasset, donc tout ça est accessible en poche. C'est un recueil de presse, d'articles parus dans la presse en 1935. Et que fait Cocteau dans ce recueil-là, Portrait Souvenir? Eh bien, il va dresser un mémorial aux grandes figures de la Belle Époque, aux grandes figures de l'avant-guerre. Donc on parlait de Madame Barthé, mais on pourrait parler aussi de Sarah Bernard, d'Edmond Rostand, etc., des Daudet, etc., tous les gens qu'il a fréquentés, qu'il a fort bien connus. Et donc, au bout du compte, dans ce recueil, auquel il essaie de rendre justice, alors qu'il les a évidemment reniés, une fois qu'il est passé à l'avant-garde. Donc, ce que j'entends par là, c'est que il est vrai que Cocteau a pu, à un moment donné, lorsqu'il écrit le recueil La Noce massacrée en 1917, vouloir régler son compte à toute cette génération passéiste, composée d'Anna de Noailles, d'Edmond Rostand, d'Alphonse Daudet, etc. Toute personne qui le connaissait fort bien, qui le recevait en villégiature, etc. On a des correspondances, on a des photos, tout ça est très très documenté. Il les a rejetés, mais au bout du compte, dans les années 30, il revient vers eux avec une forme de mélancolie. Et il essaie de rendre justice à ces figures du passé qui ont représenté une certaine France et peut-être un certain esprit français. Alors certes, il ne le fait pas avec le génie de Proust, je veux dire par là avec l'ampleur de Proust, hein. Il le fait à la façon d'un article de journal, tout ça est découpé à l'emporte-pièce avec beaucoup d'allant, etc. Le livre était très apprécié de Gide, justement pour cette capacité qu'il avait à dresser un portrait en quelques lignes absolument saisissant. Et la série de presse a un très grand succès. Alors, quoi qu'il en soit, revenons un petit peu maintenant à notre Tour Eiffel. Parce que Cocteau a énormément fait le rapprochement entre son existence et la Tour Eiffel. Il se trouve qu'il est né la même année. Il est né en 1889, comme la Tour Eiffel. Et dans la pièce dont vous voyez ici une image, hein, ce sont les deux personnages, le lion et le général. J'en montre d'ailleurs une deuxième, le collectionneur et le marchand de tableaux. Bien. Alors, dans cette pièce-là, précisément, il est question d'un épisode de l'histoire de la Tour Eiffel qui est le moment où la Tour Eiffel a été sauvée. Parce que, comme vous le savez, la Tour Eiffel était destinée à être abattue. Hein. Et en 1909, on lui trouve enfin une utilité, ce monument qui ne servait à rien. Hein. On lui a trouvé une utilité. L'utilité, évidemment, c'est qu'elle est devenue, comme dit le texte dans Les Mariés de la Tour Eiffel, demoiselle du télégraphe. C'est-à-dire qu'elle a servi à transmettre les messages télégraphiques. Aujourd'hui, comme vous le savez, on y a certaines antennes de télévision, hein, ce qui lui donne aussi une utilité. Mais c'est ainsi qu'on a sauvé la Tour Eiffel. Alors c'est la raison pour laquelle Cocteau met cet épisode de l'histoire de la Tour Eiffel en relation avec sa biographie. Pourquoi? Parce qu'en 1909, lui aussi, finalement, publie son premier recueil poétique. Il publie son premier recueil poétique qui s'appelle La Lampe d'Aladin. Et précisément, dans la pièce Les Mariés de la Tour Eiffel, tombent des cintres, des dépêches mortes qui sont en fait des poèmes. Vous avez des dépêches mortes, un chasseur qui apparaît comme ça, qui sort évidemment du fameux appareil photo, et qui se met à abattre des oiseaux qui passent, qu'on ne voit pas, mais ce sont des dépêches mortes qui en fait sont des poèmes. Et pour Cocteau, c'est une façon évidemment là encore, je reprends cette expression, un peu familière, pardonnez-moi, de régler son compte à cette poésie de 1909 qui était la sienne, mais à travers la Tour Eiffel et l'histoire de la Tour Eiffel. Ces messages que la Tour Eiffel a pour mission de véhiculer précisément, ces messages télégraphiques, c'est une image de sa propre poésie de 1909, cette poésie désuète, cette poésie mondaine,
qui lui a valu un énorme succès auprès de l'intelligentsia. Vous avez un roman, le premier roman de Roger Martin du Gard, dans lequel Roger Martin du Gard se rappelle la séance au Théâtre Féminin qui a lieu donc en 1908, où les plus grands comédiens du français lisent des poèmes d'un poète de 18 ans qui s'appelle Jean Cocteau, et qui est célébré par Laurent Taillade et autres. Donc véritablement un énorme succès. Cocteau, par la suite, va renier toute cette première production qu'il estime indigne évidemment de la véritable poésie, et tout cela va être thématisé à travers la Tour Eiffel, qui elle-même est productrice de messages, mais de messages qui n'ont pas d'importance, ce sont de simples télégrammes. Quelle importance? Rien du tout, rien de fondamental. Alors, quoi qu'il en soit, vous avez dans cette pièce-là, vous avez des répliques à double sens. Des répliques qui ont l'air drôles, comme ça. Hein. Par exemple, à un moment donné, un des personnages, par l'intermédiaire de phonos, puisque les personnages ne parlent pas, ils dansent, et sur les côtés, vous avez deux phonos, le phono 1, le phono 2, qui disent le dialogue à la place des personnages. Et le phono 2 dit ceci: « Pauvre photographe, la mort dans l'âme, il charge son appareil, avant d'appuyer. » Chargé comme un pistolet, bien sûr. Plutôt, alors, je veux qu'on me tire en photographie avec le général, dit l'enfant, par exemple. Ou alors, le marchand de tableaux que vous voyez ici va pouvoir dire au collectionneur: on dirait un enterrement, regardons la noce qui prend la pose. On dirait un enterrement. Dans l'économie de la pièce, c'est le déclic de la machine qui, à chaque fois, désorganise totalement la noce, puisque vont apparaître des personnages de plus en plus loufoques. Au point qu'à un moment donné, vous avez un lion qui sort, qui va avaler le général, on le voici, hein, pardon, le fameux lion qui avale le général, et puis comble évidemment de l'imaginaire cocteaulien, c'est-à-dire qu'il va rêver d'une résurrection, puisqu'à la fin de la pièce, le lion finit par restituer le général, il le recrache, et le général revit comme s'il était une image paternelle. C'est la première résurrection dans l'œuvre de Cocteau, et si vous connaissez les films de Cocteau, Orphée ou autres, vous savez que les ressuscités sont partout. Alors, le restant de l'œuvre de Cocteau est à l'avenant. Je suis parti donc de cette pièce, qui me servait simplement de point d'accroche, et je vais désormais vous montrer que le reste de la production de Cocteau est fasciné par l'appareil photo. Véritablement, la caméra obscura, la chambre noire, est toujours associée chez lui au monde nocturne, au monde de la mort, au monde du suicide. Alors, c'est le cas, bien sûr, de la chambre. Vous savez, vous avez lu, j'imagine, Les Enfants terribles, hein, dont le lieu mythique des enfants, c'est de s'enfermer dans une chambre, d'y vivre en vase clos. La chambre, dont l'intensité poétique est fonction de l'obscurité, moins il fait jour, donc plus il fait noir, comme dans une chambre noire, plus cette chambre, bien sûr, produit de poésie. Dans la pièce Les Parents terribles, qui est fort connue, puisqu'elle est encore jouée, mais il faut des comédiens d'une sacrée trempe pour jouer cette pièce-là, pièce de 1938, et bien justement vous avez deux chambres. Vous avez la chambre de l'acte 1 et de l'acte 3, qui est la chambre de la mère, la chambre d'Yvonne, et qui est une chambre dans laquelle on ne voit rien, très sombre. Et puis vous avez la chambre de l'acte 2, qui est la chambre de la maîtresse, et qui elle est extrêmement éclairée, très bien rangée. C'est tout l'inverse, c'est la chambre anti-poétique par excellence. Et bien précisément, Michel, le fils, dans la pièce, le fils indigne. Pourquoi indigne? Parce qu'il a osé découcher une nuit et sa mère ne le supporte pas. Vous savez qu'elle aime son fils d'un amour dévorant. Eh bien, lorsque Michel rentre à l'acte 1, sur scène, il dit à sa mère: « Je me rends compte qu'il fait noir comme dans un four, j'allume, et qu'en mon absence, la roulotte fabriquait du film d'aventure au kilomètre. » La roulotte, c'est le nom de la chambre. Donc, l'image du cinéma apparaît dans le cinéma qui est composé de photogrammes, hein. Pas le cinéma d'aujourd'hui qui est numérique, hein, mais le cinéma composé de photogrammes, donc de photos, adjointes les unes aux autres, et évidemment diffusées à une certaine vitesse. Eh bien, ce cinéma se produit lui aussi dans une caméra qui est une sorte de chambre noire. Bien. Alors, on pourrait parler aussi, par exemple, du décor d'Orphée. En 1900, Orphée a d'abord été une pièce de 1926, montée par les Pitoëf, par Sacha Pitoëf. Et le décor d'Orphée est assez intéressant parce que, précisément, Cocteau a voulu que ce décor soit fermé. Vous avez un plafond. Autrement dit, c'est une boîte totalement fermée.
comme vous le savez peut-être, c'est là que, pour la première fois, on traverse les miroirs, puisque les personnages, Orphée va évidemment chercher Eurydice. Cette configuration spatiale s'apparente à une chambre noire dans laquelle il se passe des prodiges, et entre autres ce cheval que l'on voit au centre, qui est un cheval frappeur, une sorte de cheval spirit, qui transmet des messages venus de la mort. Quant à la personne que vous voyez sur le côté, il s'agit vous avez la mort qui va apparaître avec des chirurgiens, etc., qui sont les assistants de la mort, et qui viennent précisément voler la vie d'Eurydice dans la pièce. Tout cela sera transposé par la suite dans le film. Alors quoi qu'il en soit, Cocteau décrit ce décor de la sorte, hein. C'est assez intéressant. Le décor d'Orphée, malgré le ciel d'avril et sa lumière franche, est cerné par des forces mystérieuses, et refermé par un plafond comme une boîte, dit Cocteau. Le décor rappellera les aéroplanes navires trompe-l'œil chez les, je vous le donne en mille, photographes forains. Le décor, c'est un décor de photographe. Voilà ce que nous dit Cocteau, la caméra obscura toujours. Alors, la cité Montier dans Les Enfants terribles, donc dans ce fameux roman, cette cité Montier qui existe toujours, hein, près de la place Clichy, hein, cette cité Montier, je ne sais pas si on peut y accéder aujourd'hui, il n'y a pas une grille, un digicode qui nous empêche d'y accéder. Mais Cocteau l'a décrit au début de son roman de 1929, Les Enfants terribles, et il nous l'a décrit finalement comme une sorte de caméra obscura aussi. La scène matricielle du roman, c'est une scène de boule de neige, je vous le rappelle. Les enfants sortent du lycée Condorcet, ils viennent s'amuser dans la cité Montier, il a neigé, donc tout est ouaté. Il fait déjà nuit parce que c'est l'hiver, et les enfants évidemment vont se jeter des boules de neige jusqu'à ce qu'un des enfants reçoive d'un des élèves d'Argelos une boule de neige assassine qui va lui faire verser le sang. L'enfant s'effondre et il gagnera la chance de ne pas aller à l'école pendant tout le restant de son existence, mais aussi évidemment d'être enfermé dans cette chambre à maléfice. Alors quoi qu'il en soit, dans la cité Montier, la description de la cité Montier est la suivante. La cour, dans Les Enfants terribles, les premières pages, vraiment les premiers paragraphes. La cour oblongue de cette cité est entourée de petits hôtels surmontés de vitrages à rideaux de photographes. C'est une véritable obsession. Hein, à rideaux de photographes. La nuit tombe, la neige achève de diffuser sur le lieu du crime une atmosphère en noir et blanc. Tout est vu en noir et blanc. Toute la description est en noir et blanc. Bref, je pourrais aussi, et là c'est ce que je vais faire, parce que je vais vous montrer quelques images mobiles aussi. Hein. Alors voyons, que je ne fasse pas de bêtises. Évidemment, évoquer l'arrivée de la Belle dans le château de la Bête. Elle arrive dans un univers totalement photographique. Elle entre dans la chambre noire. Regardez déjà ce couloir. Et on va regarder la scène carrément, non? Pas si mal.
Désolé. Alors, évidemment, ce qui est intéressant ici, c'est que la fascination de Cocteau pour les couloirs, selon moi, a à voir avec cette chambre noire dans laquelle, évidemment, circulent des images, et des images au ralenti. On entre dans un univers qui est totalement un univers onirique, mais qui, pour Cocteau, en fait, renvoie à l'univers mortifère, hein, tout simplement, le no man's land entre la vie et la mort, plus que celui du rêve. Je précise d'ailleurs que la fameuse scène là où elle arrive dans le couloir et que les rideaux volent, elle a été souvent pastichée, notamment dans un très beau film de Wong Kar-wai qui s'appelle In the Mood for Love, hein, qui a fait un grand succès. Et Wong Kar-wai a rendu hommage à Cocteau, comme Almodovar dans certains films. Enfin, vous avez une fertilité de l'œuvre de Cocteau dans le cinéma contemporain qui est assez impressionnante, de Léos Carax à Almodovar, d'Almodovar à Lynch, etc. Ils ont été nombreux à rendre hommage, sans parler bien sûr de Godard, Truffaut et autres. Truffaut ayant même financé un des films de Cocteau. Bien, alors revenons, je suis désolé, mais à des images fixes. Hein. Ces images fixes, les voici. Autre avatar de l'appareil photo, à part le couloir, la chambre noire, la chambre, etc., ce sera le temple antique, que l'on voit très souvent dans l'œuvre de Cocteau. Comme ici, regardez, ça n'a rien à voir avec les dessins qu'on vous montre communément de Cocteau. Celui-ci, c'est une des illustrations pour la machine infernale. Malheureusement, elle n'a pas été reprise dans l'édition de poche, hein, qui est pourtant une édition critique au livre de poche, ni même dans la Pléiade. En 1934, donc, voici les dessins pour l'édition de tête, et ces dessins sont, comme vous voyez, particulièrement surprenants, hein, par les concrétions d'objets qu'ils opèrent, et bien sûr le non-respect des proportions. En tout cas, ce qui est juché au-dessus de la tête du personnage, qui est très probablement Édipe, bien sûr, c'est un temple. Or, cette image ce temple, on le retrouve aussi dans un rideau de scène. En 1952, Cocteau va enfin pouvoir représenter une de ses... c'est un oratorio, en fait, un oratorio qu'il a fait avec Stravinsky, Igor Stravinsky. Stravinsky lui avait demandé un texte à partir du mythe d'Édipe. Cocteau le lui donne, Stravinsky le fera traduire en latin par le futur Daniel. Il était cardinal, Daniel, j'allais dire une bêtise. Il est devenu cardinal, dans le futur cardinal Danielou, mais qui à l'époque ne l'était pas. Et ce texte, ça donne un chef-d'œuvre, c'est Oedipus Rex. Tout ça est fait presque à la fin des années 20. Mais en 1952, Cocteau a l'occasion donc de faire représenter cet oratorio comme il a souhaité, avec une mise en scène. Stravinsky est à la baguette, tout ça se passe au Théâtre des Champs-Élysées, et le rideau de scène, le voici, il est de Cocteau. Donc c'est un rideau de scène, hein, ce qui veut dire que ça fait plusieurs dizaines de mètres. Hein. On voit Édipe avec ses yeux, donc évidemment exorbités parce qu'il les a crevés, Jocaste, et l'œil de la justice au-dessus, et puis le temple au milieu de marches catastrophées. Donc, comment mieux, évidemment, figurer le désordre causé dans une famille, notamment par le suicide du père, qu'en évoquant le mythe d'Édipe, qui a pu culpabiliser ô combien l'enfant qui est resté, évidemment, le rival du père, mais qui, lui, a gardé la mère pour lui, d'où il en a nourri très probablement une forme de culpabilité. Alors Cocteau est allé très loin dans cette mythographie qu'il élabore peu à peu, puisqu'il en vient même à considérer que tous les lieux de résidence qu'il a occupés, précisément, sont liés au temple de la Madeleine. Hein, donc à Paris, bien sûr. Et dans la fin du Potomac, en 1940, il va justement gloser là-dessus, sur ce temple de la Madeleine, dont il va faire le centre de son œuvre. Un temple qui ressemble finalement à une énorme boîte photographique. L'Église était-elle le centre attractif de mes ondes? N'était-elle pas le prétexte d'une erreur volontaire? Et sa masse ne cachait-elle pas la véritable raison de mon esclavage? Ne rôdais-je pas autour de l'ancienne cave du Potomac? Alors il faut que je vous parle un petit peu du Potomac. Tout à l'heure, je vous ai dit que Cocteau avait rejeté tout un volet de son œuvre. Donc il publie 3 recueils poétiques jusqu'en 1912, jusqu'à la danse de Sophocle, plus de 600 pages de poèmes, qui lui valent un succès d'estime, mais aussi des reproches, notamment du côté de la Nouvelle Revue Française. Henri Guéon réagit de manière extrêmement dure et tout à fait justifiée d'ailleurs, téléguidé par André Gide, pour fustiger Cocteau, justement, dire qu'il est un peu trop sensible aux influences.
Mais Cocteau, en fait, va vivre une sorte de révolution copernicienne, puisqu'il se trouve en 1913, en octobre 1913, invité chez un peintre aujourd'hui un peu oublié, même s'il y a eu une exposition il n'y a pas longtemps à la Fondation Berger, c'est Jacques-Émile Blanche. Il est donc chez Jacques-Émile Blanche en 1913, à Haut-Franville, et en Normandie. Il est donc dans la proximité d'un peintre qui est une figure de père pour lui. Quand j'ai fait l'édition de la Pléiade, je suis allé voir le journal de Jacques-Émile Blanche, qui est conservé à la bibliothèque de l'Institut, qui n'a pas été publié. Jacques-Émile Blanche, c'est par ailleurs écrivain, un écrivain tout à fait honnête, très intéressant. Mais ce journal est resté inédit. Et dans ce journal, on a véritablement le récit de l'apparition d'une figure qui s'appelle le Potomac. Elle est apparue en fait d'abord sous un autre visage. Cet autre visage, c'est un personnage qui s'appelle le Gène. Cocteau est chez Jacques-Émile Blanche, chez ce peintre qu'il considère comme une sorte de père et avec lequel il parle de quoi? Je vous le donne en mille, de la mort. Il ne cesse de parler de la mort et Jacques-Émile Blanche l'écrit dans son journal. Les conversations deviennent extrêmement nauséeuses, etc. Chacun parle de ses défunts. Et Cocteau se met à dessiner comme ça, mais de manière totalement gratuite, et c'est d'une certaine façon le premier dessin automatique. On est en 1913, les surréalistes n'existent pas, et il va faire apparaître une figure qu'il appellera le Gène, qui est un des prénoms de qui? De son grand-père, un de ses prénoms à lui, et qui se trouve être aussi le prénom de sa mère, elle s'appelait Eugénie. Donc ça devient extrêmement compliqué. Autour de ce premier dessin, il va créer toute une bande dessinée, en quelque sorte un album, dans lequel il est question en fait d'une mort et d'une résurrection, comme par hasard. Et tout autour de cet album, un texte autour d'une autre figure de l'invisible, qui n'est plus le Gène, mais qui sera tout simplement le Potomac, une créature qui logerait dans le temple de la Madeleine, qui apparaîtrait dans ce temple de la Madeleine. Évidemment, ce Potomac va donner matière donc au premier roman. Cocteau a considéré ça comme la préface de son œuvre. C'est à partir de là qu'il a renié ses 3 premiers recueils. Pour lui, c'est le début de son œuvre. C'est-à-dire le fait de s'être confronté à sa propre mort et à la mort de son père, en l'occurrence, dans la proximité de Jacques-Émile Blanche, qui était comme une figure de père qui était peintre. Peut-être devrais-je ajouter un détail. Cocteau a vécu dans le tabou de la peinture jusqu'aux années 50, puisqu'il a confessé qu'il ne pouvait pas supporter la peinture alors qu'il a tant admiré Picasso, etc. En tout cas comme praticien, tout simplement parce que son père était peintre amateur. Et qu'il a passé son enfance dans l'atelier du père, à sentir les tubes, etc., voir son père travailler. Son père l'a portraituré d'ailleurs. Et Cocteau n'a pas d'œuvre picturale jusque dans les années 50. Et quand il se met à faire de la peinture, je vous en montrerai tout à l'heure, comme par hasard, il a une réaction cutanée énorme, il est obligé d'arrêter au bout d'une quarantaine de toiles, toute sa peau se couvre de pustules, etc. Il manque de mourir, on l'arrête net, on lui demande de passer à autre chose et il fera des pastels. C'est assez intéressant comme réaction somatique. Alors, je reviens donc au Potomac après cette énorme parenthèse, mais vous avez compris que je ne peux pas en dire beaucoup. Dans la fin du Potomac, en 1940, donc, Cocteau va nous décrire de manière totalement onirique, pourrait-on dire, entre le réel et le rêve, un voyage dans ce temple de la Madeleine, puisqu'il va suivre un personnage qu'il a déjà vu dans le Potomac de 1913, un gardien, le gardien du Potomac, qui le fait entrer dans le temple de la Madeleine. Nous entrâmes dans le temple. Il y régnait une fraîcheur de sépulcre, tiens, comme un caveau. Nous abordâmes sans aucun mal, ayant escaladé la balustrade et grimpé des marches sur la nappe étincelante de l'autel. Bientôt, nous nous trouvâmes debout devant le tabernacle, et je remarquai, non sans crainte, que la porte en paraissait petite à cause d'un phénomène de perspective. Alfred referma la porte en silence et nous fûmes entre les parois blanches d'une cabine de marbre. Ils étaient sur l'autel et les voilà maintenant dans un petit ascenseur qu'ils ont pu prendre, vous voyez, parce que les perspectives spatiales se sont totalement distendues. Des boutons de commande correspondaient à des étiquettes. On pouvait lire sur les étiquettes d'en haut « Cabinet de toilette du pape »,« Penderie du pape »,« Lingerie du pape »,« Papeterie du pape », évidemment, pape, papa, c'est assez facile, me semble-t-il. Autrement dit, que nous raconte ce début de roman, un peu étrange, la fin du Potomac? Finalement, il nous raconte un accès à un boîtier photographique, puisqu'il entre dans une boîte
qui est cet ascenseur, derrière un obturateur qui se trouve donc sur l'autel. Et au bout du compte, on peut se demander si le temple de la Madeleine n'est pas l'objectif de l'appareil photo lui-même. Alors les personnages descendent, ils arrivent dans une salle qui s'appelle la salle de l'invisible. Ne la cherchez pas, je crois qu'elle n'existe pas, la Madeleine. Hein. Mais cette salle de l'invisible, ils y pénètrent, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a des visiteurs qui sont venus visiter en fait le Potomac, lequel a désormais disparu. C'est une poche de vide, dit Cocteau. C'est une image du père absent. Une forme totalement indiscernable. Et puis vous avez une visiteuse qui évoque le fantôme de son papa. Là, c'est textuel. Le fantôme de son papa. Alors, regardez comment est décrit le Potomac, ce personnage, ce paquet de vide offrait avec ce qu'il est convenu d'appeler le vide, la différence qui existe entre un monument photographié et ce même monument capté par le cinématographe. L'appareil enregistre le cyclone immobile dont une coupe savante délivrerait le vacarme et les images. Donc c'est assez intéressant cette façon de décrire du vide. Parce qu'il décrit du vide évidemment en opposant la photo et le cinéma. Et ça va être évidemment une des lignes de force de l'exposé qui va suivre, que je vais poursuivre. Pourquoi? Eh bien parce que si la photo est associée à la mort chez Cocteau, le cinéma, c'est évidemment une photo en mouvement. Autrement dit, c'est de la photographie qui permettra la résurrection, puisqu'elle met en mouvement les images que la photographie arrête définitivement. Alors j'en viens à un deuxième moment que j'ai appelé les spectres. Et ne croyez pas que c'est moi qui... Je prends du Roland Barthes. C'est-à-dire je vais chercher chez Barthes, bien sûr, et ce que nous dit Roland Barthes de la photo dans La Chambre claire en 1980. Or, comme vous le savez, le livre de Roland Barthes qui détestait Cocteau, mais sans doute l'avait-il très très mal lu, parce que pour le coup, Cocteau illustre parfaitement la théorie de Barthes dans La Chambre claire. Alors, comme vous le savez, dans La Chambre claire, Barthes porte le deuil de sa mère. Sa mère est morte, et il ne la retrouve pas dans les photos qu'il a à disposition. Il ne retrouve le visage de sa mère, et ce visage ne l'émeut que lorsqu'elle est enfant. C'est l'image de sa mère enfant, autrement dit sa mère comme il ne l'a jamais connue. Mais sa mère vivante, telle qu'il a connue et photographiée, c'est en quelque sorte véritablement une image morte. Et il ne peut pas faire son deuil précisément parce qu'il n'arrive pas à adhérer à cette image, qui pour lui est une image de la mort et qui n'a rien à voir évidemment avec la vie de cette personne. Alors regardez, passons là-dessus, mais regardez ce que dit Roland Barthes de la photo. Qu'est-ce que c'est que la photo? La photo, selon ce que dit Roland Barthes, c'est ce qui fixe le ça a été, c'est un de ses concepts. La photo, ça ne fixe pas le vivant, ça fixe évidemment le vivant qui va immédiatement devenir périssable, autrement dit, ça fixe l'éphémère. Et c'est une façon extrêmement mélancolique de retenir quelque chose du présent. Le ça a été. Et celui ou cela qui est photographié, c'est la cible, que j'appellerais volontiers le spectrum, tous les spectres, de la photographie, parce que ce mot garde à travers sa racine un rapport au spectacle, et y ajoute cette chose un peu terrible qu'il y a dans toute photographie, le retour du mort. Donc la photographie comme, évidemment, image des disparus, des trépassés, et même si nous sommes encore vivants, en photo, nous ne sommes déjà plus l'image que nous avons donnée à un moment T. C'est en tout cas la pensée de Barthes et qui s'acclimate véritablement très bien au traumatisme cocteaulien. Alors, Cocteau a très peu photographié. Comme par hasard, c'est bizarre, hein, quelqu'un qui a tant fait de choses, qui a fait des films, qui a fait évidemment des dessins, des chapelles et autres. Je ne parle même pas de son œuvre littéraire, qui a fait un ballet, dont un ballet qui est un chef-d'œuvre, qui est le Jeune homme et la mort, qui est représenté très souvent à l'Opéra de Paris et de par le monde. C'est extrêmement connu, le Jeune homme et la mort. Bref. Donc il a tout pratiqué, et la photo très peu. Quand est-ce qu'il a pratiqué la photo? Je vous le demande mille. Lorsqu'il est allé à la guerre. Il est donc au front en 1915, et il va photographier ce paysage mortifère qui est celui évidemment des tranchées. Bien. Et par ailleurs, on a très très peu d'images photographiées par Cocteau lui-même. En revanche, il a été évidemment, comme vous le savez, le point de mire de beaucoup de photographes, puisque c'est la première star poétique du XXe siècle. Donc il y a une forme de tabou. Alors, je voulais vous montrer, je ne sais pas si j'ai le temps, parce que le temps file, je voulais quand même vous montrer le retour du mort. C'est quand même intéressant de voir comment Cocteau ressuscite ces personnages, et j'en suis par avance désolé, mais nous aurons droit à la publicité de je ne sais qui là, de Canal sans doute.
Hein, ça devrait marcher. J'ai quelque chose à faire maintenant. J'attends. Alors, on y est contraint. C'est ce qui va limiter les projections, parce que si à chaque fois nous devons en passer par le volet publicitaire, c'est un peu rageant. En tout cas, je voulais vous montrer. Vous voyez, c'est un peu difficile. Hein, je n'y peux rien, je ne peux pas changer, je suis désolé. Impossible d'aller au menu titre, oui, mais menu racine, non. Bon, très bien. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer après le logo de TF1, etc. Ah, ça je peux passer. On aime tous les films qui sont là, mais pardonnez-moi. On en vient donc au Testament d'Orphée, qui est le film de Cocteau de 1959, son dernier film, financé en partie par François Truffaut, qui le remercie ainsi de lui avoir permis d'être reconnu à Cannes, puisque Cocteau lui fait décerner la Palme d'Or lorsqu'il est président du jury, pour ce premier film qui s'appelle Les 400 coups. Alors, justement, j'en viens à la 15e minute, 13e, 15e minute. Alors voyons si j'ai de la chance. Je vais peut-être d'abord le lancer. Tenez enfin cette voix. Alors c'est Cocteau lui-même qui joue son rôle. Alors, l'épisode, quel est-il? Cocteau, c'est un film qu'on pourrait appeler une autofiction. Je crois que c'est un cas assez unique dans la cinématographie mondiale. C'est une véritable autofiction, puisque Cocteau se met en scène à travers ses œuvres. Il joue son propre personnage, il est Orphée, il n'y a plus Jean Marais, il n'y a plus Enrique Ribeiro comme dans Le sang d'un poète. Il est désormais lui-même, et il joue son propre rôle dans la continuation des deux autres films autour du mythe orphique. Et on le voit suivant un drôle de cheval qu'il vient de rencontrer sur la route de Villefranche-sur-Mer, là où il résidait à l'époque. Il va suivre ce personnage, vous allez reconnaître certains des acteurs, je pense notamment à Lys Sapritch, que Cocteau aimait beaucoup, et qui joue ici le rôle d'une gitane. Alors, je vais peut-être quand même, pour ne pas trop rallonger la séance, voilà. Cocteau suit ce drôle de personnage dans les carrières des Baux-de-Provence. Cocteau aimait beaucoup les gitans, d'où du flamenco.
photographie de ses gestes, une des dernières de mon film Orphée. Dans un piège et que j'aurais mieux fait de ne pas le suivre. Le sort me laissa croire que j'allais commettre une imprudence, jeter à l'eau l'image déchirée de ses gestes. C'est toi qui m'as nommé. J'ai peine à t'en reconnaître. Tu étais blanc. Pour un film, cette fois ce n'est plus un film, c'est la vie. Tu étais mort. Comme tout le monde. Pourquoi reviens-tu par la mer? Pourquoi? Toujours pourquoi? Vous cherchez trop à comprendre, c'est un grave défaut. J'ai déjà entendu cette phrase. Vous l'avez écrite. Prenez cette fleur. Et je m'arrête ici. Donc vous l'avez compris, ça conforte tout ce que j'ai dit, puisque ce à quoi on assiste ici, c'est à la résurrection du mort. Et le cinéma permet cela grâce au trucage, entre autres. Et Cocteau faisait tous les trucages en direct. Il refusait que l'on utilise les effets spéciaux. Il est vraiment dans la lignée de Méliès. Tout devait être fait par des jeux sur le négatif, qu'on pouvait projeter à l'envers, etc. Mais certainement pas, évidemment, par des effets spéciaux, quels qu'ils soient. Certainement pas à l'ordinateur à l'époque, mais quels qu'ils soient. Il y en avait déjà. Donc on assiste ici à la résurrection d'un personnage de photo qui est en plus un personnage issu d'un précédent film de Cocteau qui a une dizaine d'années, un peu moins de 10 ans, c'est le fameux Orphée de 1950. Autrement dit, le personnage ressuscite, et là ce qui s'exprime bien sûr c'est le rêve profond de Cocteau, c'est de pouvoir grâce au cinéma ressusciter les morts. C'est précisément ce qui se passe ici, on assiste à cette résurrection. Alors, je crois que là c'était assez éclairant qu'il fallait quand même montrer ce passage. Alors je voudrais en venir à la suite. Vous avez donc dans l'œuvre de Cocteau toute une série de photographies qui ont un rôle plus ou moins maléfique, que l'on voit partout, parce qu'elles ont un rapport avec l'invisible. Alors je citerai un exemple, qui est celui d'un poème de 1927 qui s'appelle L'ange Heurtebise, dans lequel Cocteau est possédé par cet ange, et précisément l'image qui lui vient, c'est l'image de la photo. Regardez, ange Heurtebise, mon ange gardien, je te garde, je te heurte, je te brise, je te change de garde d'heure. En garde, été, je te défie si tu es un homme, avoue mon ange de Cérus, ta beauté prise en photographie par une explosion de magnésium. Donc on voit véritablement l'image photographique qui vient ici évoquer l'apparition surnaturelle, celle de l'ange. Alors, photographie, disais-je, je sabre un petit peu parce que tout ça, sinon, serait trop long. Il y a dans les romans de Cocteau, comme dans les films d'ailleurs, des scènes qui sont presque photographiées. Et en l'occurrence, la scène des batailles de boules de neige dans le roman Les Enfants terribles, eh bien Cocteau va figer certains moments de cette scène. Et notamment le moment où Dargelos, le personnage criminel, qui est une sorte d'ange de la mort dans le roman, le personnage va lancer sa boule sur le pauvre Paul, vous voyez, qui est ici à gauche tout en haut, la pauvre victime qui va recevoir cette boule assassine. Eh bien, dans la série graphique que Cocteau va ajouter à son roman quelques années après l'apparition, avant évidemment que le film ne soit réalisé par Jean-Pierre Melville, sur des dialogues de Cocteau, et sous le contrôle de Cocteau du reste, eh bien Cocteau va traiter cette scène à plusieurs reprises. Il y a au moins une dizaine de dessins qui tournent autour de ce fameux geste, comme si on avait toute une série d'instantanés. Je vous en montre ici, par exemple, ce qui a pu se passer en quelques secondes, en l'occurrence dans la narration, est détaillé avec minutie par Cocteau, comme si bien évidemment c'était le fondement même de son imaginaire qui s'exprimait là.
Alors, je voudrais parler d'autre chose aussi. C'est que Cocteau, bien sûr, comme il est un enfant du noir et blanc, en l'occurrence, et de la photographie en noir et blanc, va avoir énormément de mal avec la couleur. Et c'est encore, à mon avis, lié à ce traumatisme photographique. Figurez-vous qu'il ne réalisera qu'un film en couleur qui s'appelle La Villa Santo Sospir, dont je reparlerai tout à l'heure, qui est un moyen métrage réalisé en Super 8 en 1951, mais que l'on trouve désormais, il n'est pas là, mais il est dans un autre DVD. On le trouve désormais dans les bonus des coffrets Cocteau, puisque Noël approche. Quoi qu'il en soit, cette Villa Santo Sospir est le seul film réalisé en couleur, et Cocteau dira combien il a été gêné par la couleur parce qu'il ne sait pas la maîtriser. Et il a éprouvé une forme de malaise face à la couleur. Du coup, il est revenu au noir et blanc. Et la Villa Santo Sospir est la première version du Testament d'Orphée qu'il réalise en 59, donc 8 ans plus tard. Et en 59, il fait du noir et blanc, comme vous l'avez vu avec l'extrait que je vous ai montré. Alors, Cocteau, justement, va s'en tenir dans son art graphique au trait, à la ligne, au noir et blanc, et la couleur ne viendra que par rehaut. Par exemple, regardez les dessins qu'il exécute quand il est en cure de désintoxication. Cocteau était un opiomane, invétéré, donc ce dessin magnifique, il n'y a pas d'autre mot, je pense, qu'il exécute donc dans un état nerveux particulièrement aiguisé. Il est en manque total et il réalise ce type de dessin dont il va rejeter la plupart. D'ailleurs, celui-ci, il le rejette, on ne le trouve pas dans Opium, qui est ce recueil sur la drogue publié par les éditions Stock, toujours disponible, parce que Cocteau le trouvait trop esthétique. Mais on peut penser quand même que c'est un beau dessin, quand même. Il est dommage de le sacrifier. Quoi qu'il en soit, voyez le corps du sevré couché sur sa table, mais même quand Cocteau est dans un état aussi terrible que celui décrit dans Opium, celui de la désintoxication, eh bien, il en passe par le trait, le dessin au trait, et la couleur, finalement, c'est de l'encre ici. Vous voyez, il fait quelques rows d'encre, il n'y a pas de couleur, etc. Lorsqu'il passe à la couleur, par exemple, pour des dessins, alors là, un dessin saphique du Grand Écart, un roman de 1923, vous voyez deux femmes enlacées dans un lit, on voit mal, malheureusement, on les voit très très mal. On a l'impression que c'est du noir et blanc, je vous assure qu'il y a un petit peu de couleur, au crayon de couleur, il y a un petit peu de rose et de bleu. Je suis désolé, même dans l'édition de la Pléiade, comme ils n'ont pas voulu qu'on édite les dessins en couleur, on ne les a pas en couleur. Mais sachez qu'il y a quelques rows de couleur, un petit nuage, 3 fois rien. Cocteau passera quand même à la couleur de manière un petit peu violente dans les années, je vous l'ai dit, dans les années 50. Entre 50 et 54, il va faire des tableaux. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne sait pas traiter la couleur. C'est-à-dire qu'il ne va pas travailler sur la masse, il ne va pas travailler sur la nuance, etc., les valeurs. Il va faire des aplats, vous voyez, très géométriques, très inspirés du cubisme, réinventé, bien sûr. En tout cas, la figure est géométrique ici, elle est découpée. Vous avez ici un gitan, une figure de gitan, en l'occurrence. Ce qui montre bien que Cocteau, d'une certaine façon, reste dessinateur, y compris quand il peint. Entre 50 et 54. Et cette façon de traiter la couleur renvoie très vraisemblablement à sa difficulté à sortir de l'antagonisme entre le noir et le blanc. Et les couleurs sont très antagonistes ici. Alors on a quand même quelques moments où Cocteau, mais sur le tard, en vient à accepter la couleur dans toutes ses nuances. Alors ça c'est magnifique, me semble-t-il, c'est un très beau pastel. Entre 57 et 63, en effet, après 54, il va exécuter toute une série de pastels. Il abandonne la peinture de chevalier, puisque je vous ai parlé de ses problèmes cutanés, et il va libérer des poudroiements qui vont brouiller les lignes. Mais regardez, on a encore quand même, il fait du modelé, c'est très rare chez Cocteau qu'il y ait du modelé comme ça, et qu'il joue donc sur les nuances, et il échappe un petit peu à la bichromie. Mais c'est extrêmement rare et ça vient sur le tard. Je vous rappelle qu'il meurt en 63. Très vite, il va abandonner, il réalise toute une série de pastels de cette qualité-là, très peu exposés malheureusement, y compris au Centre Pompidou, je ne sais pas pourquoi. Et il en vient à ce que vous connaissez, c'est-à-dire qu'il va pratiquer notamment la poterie, et là, il en reviendra à ce qui a fait sa signature dans le grand public, ces figures d'Orphée. Mais de manière plus intéressante, regardez cette poterie qui s'appelle médiévale, qui est très réussie, me semble-t-il. On a tout le Moyen-Âge dans cette poterie, je trouve, avec ce voile porté par ce personnage. Médiévale, donc voyez une poterie, la poterie pratiquée par Cocteau entre 57 et 63.
Et finalement, c'est le retour du graphisme. Sinon du noir et blanc, exactement, il y a un petit peu de couleur, il joue évidemment avec les crus de la poterie. En tout cas, il est toujours dans ce contraste, cette quête du contraste qui est en relation directe avec son monde en noir et blanc, celui qui a marqué son imaginaire à tout jamais. Cette obsession mortifère, elle est liée aussi chez Cocteau, en fait, à ce qu'on peut appeler une pensée de l'écran. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée de l'écran? Ça consiste en fait à considérer que le support, le papier, est une surface de révélation surnaturelle. Alors on explique comme ça l'origine de l'écriture, l'écriture chinoise, la pyroscapullomancie, certaines écritures sont liées à la divination sur des supports, mais bien sûr la photographie, pas celle d'aujourd'hui, pas l'argentique, mais si l'argentique justement, pas la photographie numérique. L'argentique permet justement de rêver à un support blanc qui permettrait de faire apparaître des images, puisque comme vous le savez, on impressionne un papier, on le glisse dans du révélateur et l'image apparaît comme par magie. Donc pour Cocteau, cette pensée de l'écran a été matricielle, il a véritablement investi et elle parcourt son œuvre, y compris son œuvre poétique. Par exemple, lorsqu'il va faire de la poésie typographique. Dans Le Cap de Bonne-Espérance en 1919, le papier est blanc, il y a des blancs partout, et il va écrire « Mon encre en coche est là, et là, et là, et là, dort la profonde poésie ». Vous voyez, le support apparaît véritablement comme une surface de révélation dont les mots sont chargés, en fait, de faire émerger le caractère magique, de faire apparaître, transparaître aux yeux des vivants le caractère magique. Alors, j'essaie un petit peu de sabrer parce que je ne voudrais pas que ce soit trop long. Je voudrais simplement peut-être vous rappeler que lorsqu'il a été question quand même de cinéma, lorsque le cinéma est apparu, les premiers récepteurs ont été particulièrement choqués par le cinéma, et je pense surtout aux écrivains. On est en 1895, il y a un certain Maxime Gorky qui, à la foire de Nijni Novgorod, voit les premiers films des Frères Lumière. Et il écrit 2 textes dans la presse dans lesquels il dit que ce monde est épouvantable parce qu'il ressuscite les morts. Le cinéma a été associé, en tout cas par Gorky et surtout par Cocteau, bien sûr, et par un certain nombre d'écrivains, eh bien, à la résurrection des morts. Gorky en sort effrayé de cette présentation, alors que, aux yeux des contemporains, de manière donc plus générale, le cinéma est apparu comme l'image de la vie, y compris parce quand il était en noir et blanc et muet, ce qui était le cas à l'époque, il apparaissait véritablement comme très proche de la vie parce qu'il restituait les mouvements. Mais certains écrivains ont pris cela comme un monde mortifère qui s'imposait aux yeux des vivants. C'est le cas de Gorky et c'est le cas de Cocteau. Alors, je pense que je n'ai pas le temps de projeter une séquence d'Orphée. C'est un peu dommage, mais je ne voudrais pas vous priver de dîner. Dans Orphée, je vous raconte simplement la séquence du passage de la vie à la mort lorsque c'est au début du film. J'aimerais bien quand même passer ça, et puis après j'arrête, pas tout à fait. Vous autorisez, je crois. Mais vous m'autorisez. Alors je vais quand même vous passer ça, parce que si je le raconte, ça n'a pas de scène. Ça n'a aucun intérêt, et il vaut mieux le voir. Je vous avoue que c'est beaucoup plus éclairant. Nous en sommes d'accord. Alors, on va encore avoir droit à je ne sais quelle publicité. Là, c'est quoi? Là, c'est M6. Vous voyez combien Cocteau est populaire. Il est édité par TF1, M6 et Canal+. TF1, c'est pour les parents terribles ou les gars de tête, que je n'aurai pas le temps de montrer, je pense. Alors, voyons, ça bouge ou ça ne bouge pas? Ah, là, je crois qu'il y a un problème avec celui-ci. Il n'accepte pas les DVD N6, apparemment. Alors, je vais peut-être continuer, par la même occasion. Alors, Cocteau a été fasciné, donc l'imaginaire de l'écran, évidemment, c'est... Voilà, je m'interromps de nouveau, là, ça devrait marcher. Là, c'est bien. Groupe M6, allez. On a droit à une petite pub. Essayons de passer la séquence au plus vite.
et d'en arriver à la 11e minute. Alors dans Orphée, le début d'Orphée, je vous recommande ce film quand même, où Cocteau revient à sa pièce et la transpose dans le monde contemporain, un monde de voitures et un monde très germano-pratin, puisqu'on a l'impression d'être à Saint-Germain-des-Prés, mais dans une ville de province. D'ailleurs, il y a Juliette Gréco qui apparaît, qui est un des personnages, dans toute sa splendeur, puisqu'elle est très jeune. Voilà. Alors, on est au début du film, et Cocteau a imaginé, en fait, qu'Orphée se rend dans un café, le Café des Poètes, qui est occupé par toute la bohème germano-pratine, pourrait-on dire, et il est rejeté par cette bohème, parce que ce personnage d'Orphée est un personnage qui réussit. C'est un personnage qui a réussi en poésie, bien sûr, parce qu'Orphée n'a pas encore conscience que pour être un véritable poète, il faut se confronter à ses propres vertiges mortifères. Autrement dit, entrer en soi, c'est la raison pour laquelle les personnages de Cocteau entrent dans le miroir, ils entrent dans leur propre image. C'est une façon pour Cocteau d'évoquer, bien sûr, l'intériorisation de l'inspiration. Pour lui, l'inspiration n'existait pas, il faudrait dire expiration, c'était cette terminologie. Donc, voilà notre personnage d'Orphée au café. Il va assister en fait à un accident. Un autre poète qui s'appelle Ségeste va être renversé par des motards. À ce moment-là apparaît une Rolls dans laquelle se trouve un personnage que l'on saura être plus tard la mort, la mort d'Orphée en vérité, jouée par Maria Casares dans toute sa splendeur. Elle va demander à Orphée d'accompagner ce moribond jusqu'à l'hôpital dans sa Rolls. Nous en sommes à peu près là. J'essaie de voir si j'arrive à la 11e minute. Et c'est quand même intéressant. Bon, vous n'aurez pas l'accident. Ce jeune homme est mort. Quand vous occuperez-vous de ce qui me regarde? Quand cesserez-vous de vous occuper des affaires des autres? C'est vous qui m'avez dit de monter dans votre voiture. Vous tairez-vous? Regardez ce que fait François Perrier, il nous a regardé dans le rétroviseur. Passage. Prenez le chemin habituel. La radio. Le silence va plus vite à reculons. 3 fois. Le silence va plus vite à reculons. 3 fois. Je répète. Le silence va plus vite à reculons. 3 fois. Attention, écoute. Un seul verre d'eau éclaire le monde. Ou alors 2 fois. Faudra-t-il que je vous oblige à le taire? Un seul verre d'eau éclaire le monde. 2 fois. Je répète. Et je m'arrête là. La scène qui suit a été reprise par Truffaut dans Fahrenheit 451. Lorsqu'ils sortent le corps, etc. Vous avez beaucoup d'hommages. Vous avez notamment la photo de Cocteau dans la chambre verte, la fameuse chapelle de Truffaut. Et il met la photo de Cocteau, puisqu'il rendait véritablement un véritable culte. Alors, quoi qu'il en soit, ce qui m'a intéressé ici, bien sûr, c'est le passage du miroir, qui n'est pas ici un miroir, qui est le passage à niveau. On passe de l'autre côté, on entre dans un territoire entre la vie et la mort, le no man's land, et que fait Cocteau? Il projette le négatif. Vous avez vu que le décor était le négatif. C'est la projection du négatif et non pas de la pellicule en positif. Donc, par un jeu de trucage, il nous donne à voir le négatif. Alors, il l'a fait en 1929-30, dans son premier film qui s'appelle Le sang d'un poète, que je ne peux pas vous montrer, parce qu'on n'a pas le temps, mais lorsque le personnage de l'enfant meurt, vous avez un noir qui sort dénudé, couvert d'un pagne, qui sort donc d'un des hôtels particuliers de la cité Montier, puisque la scène se passe dans la cité Montier comme dans Les Enfants Terribles, et il se couche sur l'enfant pour aspirer sa vie en quelque sorte et le faire passer de vie à trépas. Et à ce moment-là, que fait Cocteau? Il va projeter l'image du négatif. C'est la raison pour laquelle le personnage est noir, pour qu'il apparaisse en blanc
lorsqu'il va projeter le négatif, avec une sono, une bande-son extrêmement désagréable, puisque c'est un son crissant que l'on a dans l'oreille, tout ça pour évoquer le passage de vie à trépas. Donc, vous voyez, ça a à voir aussi avec l'imaginaire de l'écran, parce que l'écran, on peut l'inverser, on passe de l'autre côté, etc. On en montre l'envers et l'endroit. L'endroit, tout le monde le connaît, mais l'envers, il est juste derrière. Il suffit simplement de le faire apparaître. Et Cocteau le fait apparaître, notamment dans les films, par des jeux de trucage, comme par exemple ici, bien sûr, le négatif. Je vous ai signalé que Perrier nous regardait. Pourquoi? Parce qu'ensuite, quand Eurydice reviendra des enfers, ça tout le monde le sait, elle revient des enfers, elle est tuée une deuxième fois, elle meurt, puisque Orphée va la regarder. Mais ce n'est pas dans les enfers qu'il la regarde, c'est dans le garage de leur maison, puisque tout ça est très concret. Dans le garage, il se trouve qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas se regarder. Orphée dans la voiture en train d'écouter les fameux messages qui passent à la radio, qui sont la transposition évidemment des messages de Londres, les fameux messages annonçant pour la résistance ou annonçant le débarquement. C'est pour ça qu'il y a des poèmes. Transposition totale dans les années 50 de cette situation. Il écoute ces poèmes qui le fascinent, qui sont des messages de la mort selon lui. Eurydice entre dans la voiture, il ne pense pas la regarder, elle lui fait une caresse, donc il lève les yeux, il la regarde, donc quoi? Dans le rétroviseur, elle meurt. C'est comme ça qu'elle meurt. Or, François Perrier, à la 11e minute, alors que cette scène que je viens de vous citer se passe 20 minutes, 30 minutes plus tard, le chauffeur nous tue nous-mêmes. Vous voyez, il nous a regardé dans le miroir, il nous tue, il nous fait passer dans la mort. Puisque c'est ainsi que mourra Eurydice. Bien, alors, j'essaie maintenant peut-être d'en finir rapidement avec mes élucubrations, mais Cocteau s'est beaucoup portraituré et à chaque fois il s'est agi justement d'essayer de révéler la part mortifère de sa personne. Il n'y a pas simplement une démonstration de narcissisme, certes il y a du narcissisme, c'est évident, mais lorsqu'il se portraiture, c'est souvent lié en fait à un désir de voir en lui la mort au travail, hein, comme il le disait. Et si vous avez vu l'exposition de 2003 pour les moins jeunes, dont je fais partie du reste au Centre Pompidou, l'exposition commençait d'abord par la projection du sang d'un poète, une séquence, la traversée du miroir, et puis par ses autoportraits, donc je passe là-dessus, ces autoportraits de Jean Drexler, qui datent donc des années 20, et Cocteau va se portraiturer donc face au miroir, justement, le miroir qui est une surface de révélation, comme le papier, comme un écran, voyez, c'est la même chose, le regard vide, le cœur est sorti en quelque sorte, puisque le sang irrigue la rose dont depuis l'Antiquité, que l'on associe évidemment aux vampires, hein, elle aspire le sang, etc., dans les cimetières. Donc le cœur est sorti, vous voyez, il est sur le côté, Cocteau est mort en quelque sorte, il se représente ici mort, face au miroir, puisqu'il se portraiture justement dans une chambre, enfermé, souffrant de la disparition de Raymond Radiguet, son ami, plus que son amant du reste, puisqu'on n'a aucune garantie qu'il l'ait été. Mais en tout cas, son ami, ça c'est certain, et pour lequel il éprouvait une passion folle, mais qui n'est certainement pas réciproque. Alors, je voudrais... alors vous avez regardé d'autres dessins de Cocteau de la même série, hein, Ronsard, Mozart, Uccello, Saint-Just, Radiguet, Mes amis étoilés, J'aspire à vous rejoindre, et on voit Cocteau, la mort, comme dans une galaxie, devenue une nouvelle galaxie parmi d'autres, celle composée évidemment de ces grands créateurs. Alors, je voudrais terminer quand même en parlant de la culpabilité qu'il y a précisément à dévoiler l'invisible et à traquer des images de cet invisible. Parce que Cocteau, comme vous pouvez l'imaginer, vu le traumatisme photographique qui est le sien, n'a cessé de vivre sa vocation poétique avec culpabilité. Je n'ai pas le temps de vous montrer les séquences, mais dans Orphée, comme dans le Testament d'Orphée, il se représente l'au-delà, non pas de manière joyeuse, mais de manière absolument désespérante. Il a une très belle formule dans le Journal d'un inconnu. Il dit « La poésie est une religion sans espoir ». La poésie est une religion sans espoir. Cocteau est très fasciné par l'œuvre de Kafka, et ce que l'on voit dans Orphée et dans le Testament d'Orphée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le poète passe de tribunal en tribunal, il est jugé, comme dans le procès de Kafka, pour des raisons qu'il ignore. Il n'est coupable de rien.
peut-être du suicide du père, qui sait, tout ça en tout cas est marqué, hein, et il vit dans une culpabilité totale. Alors, je passe là-dessus, et j'en viens à ce que dit Heurtebise, justement, dans le Testament d'Orphée. Il le dit à Orphée lui-même, c'est-à-dire à Cocteau. Heurtebise, joué par François Perrier, qui était le chauffeur dans le film Orphée. Primo, vous êtes accusé d'innocence. Secundo, vous êtes accusé de vouloir sans cesse pénétrer en fraude dans un monde qui n'est pas le vôtre. À quoi, ça c'est moi qui parle, à quoi Cocteau répond en personne, je plaide coupable dans le premier et le second cas, j'avoue être cerné par la menace des fautes que je n'ai pas commises, et j'avoue avoir souvent voulu sauter le quatrième mur mystérieux sur lequel les hommes écrivent leurs amours et leurs rêves. Donc la culpabilité de vouloir voir ce qu'il y a au-delà de, en quelque sorte, arracher des images à la mort. Bien. Dans le Testament d'Orphée, regardez, je plaide coupable dans le premier et le second cas, j'avoue être... Ah ben c'est exactement ce que je viens de lire, je ne vois pas pourquoi j'ai reproduit deux fois. Alors Cocteau, justement, va être fasciné par des pauses que nous prenons tous, hein, à certains moments de notre existence, que nous prendrons le plus tard possible, mais que nous prenons tous, c'est-à-dire qu'en fait, il va essayer de capter dans les êtres vivants, en fait, ce qui est préfigurateur du destin funèbre qui nous attend tous. Et notamment, il est fasciné par les dormeurs. Là, c'est un très beau portrait de Raymond Radiguet, endormi. Il a fait des poèmes. Hein. Un des recueils les plus célèbres de Cocteau s'appelle Plein Chant, qui est adressé à Radiguet, mais où il est totalement féminisé. Je vous cite quelques vers qui sont quand même célèbres, sont dans toutes les anthologies de poésie française. Hein. Mauvaise compagne, espèce de morte, de quel corridor pousses-tu la porte dès que tu t'endors? Ou alors, une autre strophe, rien ne m'effraie plus que la fausse accalmie d'un visage qui dort. Ton rêve est une Égypte et toi, c'est la momie avec son masque d'or. Ce qui est intéressant avec l'image, évidemment, de la momie et de Toutankhamon, on l'a compris, hein, c'est que bien sûr, il y a, comme vous le savez, sacrilège à ouvrir les fameuses tombes, et notamment l'histoire qui a tout le mythe qui a entouré, évidemment, la découverte de la tombe de Toutankhamon et les morts qui se sont accumulés, qui ont beaucoup frappé les contemporains. Donc toujours l'image de la culpabilité qui est liée évidemment au voyeur, au statut de voyeur. Arracher des images donc aux vivants, notamment lorsqu'ils dorment, ou alors lorsqu'ils sont morts, en l'occurrence, c'est Giraudoux. Alors là, pardon pour l'image, mais parce que je n'ai pas l'original, et c'est dans le journal de l'occupation de 42-45 qui est publié chez Gallimard, que l'on trouve donc le portrait de Giraudoux. La veuve Giraudoux demande à Cocteau de venir portraiturer Giraudoux sur son lit de mort. Voilà ce portrait qui est magnifique, Jean à Jean. Cocteau s'est presque fait une spécialité à ce moment-là de ce type de portrait, puisqu'il fera la même chose avec Édouard Bourdet, on le lui demande. Bref, mais Cocteau, la culpabilité liée justement au fait d'enfreindre les limites, d'aller au-delà, de concurrencer, d'aller sur un terrain qui ne nous regarde pas puisque nous ne sommes pas encore morts, et précisément le mythe d'Édipe permet de thématiser tout cela. Et Cocteau est un des grands écrivains évidemment du mythe édipien. Là, vous avez Édipe et ses filles, c'est le dernier tableau de Cocteau de 1954. Ce n'est pas pour rien que Cocteau s'arrête après ce tableau. Il n'en peut plus, il est obligé de s'arrêter. Le tableau est énorme, il fait la taille d'une porte, hein, si vous voulez. Il est encore visible, hein, du reste. Mais Cocteau a des problèmes cutanés énormes. Et que représente-t-il, sinon évidemment les deux filles d'Édipe et de Jocaste, et Édipe avec les yeux crevés et le sang qui coule donc sur sa poitrine. Comment mieux évoquer justement ce qu'il en est de sa propre existence, à savoir qu'avec la mort du père, le rival a disparu et que d'une certaine façon il n'a eu sa mère que pour lui. Hein. Et on sait combien l'amour de Cocteau pour sa mère était intense. Je vous recommande, c'est parmi les plus belles lettres de la littérature française, les lettres à sa mère qui sont publiées chez Gallimard en 2 volumes, qui sont considérées aujourd'hui vraiment comme un monument de l'écriture épistolaire. Les lettres à sa mère, 2 grands volumes. Vraiment super. On n'a pas les lettres de la mère, c'est un peu dommage toujours, mais en tout cas vous avez les lettres de Cocteau, il écrivait quasiment tous les jours à sa mère, avant qu'elle ne perde la tête dans les années 30. En tout cas, vous me direz, mais pourquoi nous parler d'Édipe? Précisément parce que Cocteau a écrit une pièce qui s'appelle La Machine infernale, en 1934, et dans La Machine infernale, il invente un premier acte qui n'existe pas dans la pièce de Sophocle, bien sûr. Qu'est-ce qu'il invente? Il s'inspire d'Hamlet, et il va imaginer dans le premier acte l'apparition de l'ombre de Laïus, l'ombre du père. Le père apparaît sur scène, et personne ne le voit. Il crie, il essaie de se manifester pour prévenir tout le monde du danger d'inceste. Le parricide est commis, ça y est, mais du danger d'inceste. Et que se passe? Comment Laïus apparaît-il? Eh bien écoutez, évidemment ce sont des images projetées sur un mur.
Laïus n'est pas vivant, ce sont des images comme cinématographiques, qui s'évaporent. D'accord? Bien. Enfin, j'en reviens évidemment à cette image-là. Je n'ai pas le temps de vous montrer le début des Parents terribles, parce que ce serait vraiment trop long, mais je vous signale simplement que ce film que Cocteau considérait comme son meilleur film, et André Bazin, donc le père de la Nouvelle Vague, considérait lui aussi que c'était le plus grand film de Cocteau. Donc je vous le recommande, Les Parents terribles, qui est assez extraordinaire, que l'on trouve donc chez TF1 Vidéo, vous voyez, donc très accessible. Et le début des Parents terribles est très intéressant parce que la première image, vous avez un rideau qui s'ouvre, et la première image que nous voyons, c'est le père qui nous regarde avec un masque. Il porte lui-même un masque et il se tourne vers la caméra. Alors, les critiques, Philippe Azoulay, Jean-Marc Lalanne, que vous connaissez parce qu'il est critique notamment de Cultible, etc., bon, bref. Dans leur livre paru en 2003, Cocteau et le cinéma, ont commenté cette première image qu'ils ont rapprochée du début du fameux plan du mépris de Godard. Tout à coup, le père donc, se retourne vers la caméra, c'est le début du film. Il se retourne vers la caméra, toujours pourvu de son masque de plongée, et son regard croise fugitivement celui de l'objectif. Quelque chose dans le lent mouvement vers la caméra de ses yeux masqués derrière une paroi de verre évoque le premier plan du mépris, lorsque l'opérateur du film, dans le film, retourne sa caméra sur celle de Godard, autrement dit le cinéma est en train de nous regarder, nous spectateurs, on retrouve dans les plans inauguraux des deux films le même affrontement de deux machines à regarder, comme si le cinéma se retournait sur lui-même. Alors c'est intéressant ceci, parce que comment s'appelle le personnage du père justement? Il porte le nom du père de Cocteau. Vous voyez, il s'appelle exactement comme le père de Cocteau, c'est l'image du père. Et finalement, presque la fin de l'œuvre de Cocteau, là on est dans les années, fin des années 40, etc. Cocteau regarde avec distance désormais, parce qu'évidemment il a progressé, il a un fils adoptif, etc. Donc d'une certaine façon, il est peut-être en train de régler certains problèmes psychologiques, ce qui l'amènera à la peinture, entre autres, dans les années 50, hein. Sinon il n'aurait pas sauté le cas. Eh bien, Cocteau, ici, met en scène son propre père à travers l'image d'un rival, comme par hasard, puisque le père, dans Les Parents terribles, qui porte le prénom donc, du vrai père de Cocteau, est le rival du fils, puisqu'ils ont la même maîtresse, sans le savoir. Donc c'est évidemment le caractère un peu incestueux de la pièce qui a tant choqué lorsqu'elle a été représentée en 1938 et surtout lorsqu'elle a été reprise, comme vous le savez, pendant l'occupation, juste avant. Ça a fait un scandale monumental, etc. Comme dit Jean Touzeau, qui est un biographe de Cocteau, Cocteau pendant l'occupation a été à la fois une tête d'affiche et une tête de turc. Et vous savez que dans Je suis partout, on vomissait Cocteau à longueur de colonne, on le traitait absolument de tout. La scène est une scène célèbre à l'issue d'un article de Lobreau, l'affreux personnage critique de Je suis partout, qui défenestrait totalement une pièce de Cocteau. Jean Marais, le voyant dans un restaurant, lui casse la figure. Évidemment, il risque la mort. Hein. Cocteau va faire jouer ses connaissances pour échapper à ça. Mais la scène est totalement transposée par Truffaut dans Le Dernier Métro, où c'est Gérard Depardieu qui casse la figure du critique. Hein, c'est pour parler des filiations. Bon, quoi qu'il en soit, je termine. Ça y est, là c'est vrai. C'est vrai. Regardez, je ne mens pas. Adieu, je pars. C'est lui qui l'écrit, mais je ne suis pas prêt encore de partir, je vous rassure, et je suis tout à fait prêt à vous répondre. Mais précisément, que se passe-t-il? Sur quoi terminerai-je? Sur cette idée-là, à savoir que Cocteau, au bout de sa carrière, finalement, met en scène, et notamment dans ce film, avec cette image des parents terribles, hein, cette image à regarder qui nous regarde, c'est le père qui tient la caméra en quelque sorte. Il a mis en scène son rêve profond, à savoir que la machine elle-même soit actrice, que ce soit elle, au bout du compte, qui agisse et qui crée des œuvres. Cocteau avait une vision très fataliste de l'existence, il pensait que tout était écrit et que les poètes n'étaient que les instruments, le véhicule d'une force intérieure. Quoi qu'il en soit, son rêve profond, au bout du compte, c'était que le père prenne en main la création. Il se sentait comme téléguidé par lui, de par au-delà de la mort, en quelque sorte. C'était lui qui parlait à travers son propre
son propre corps, ses propres moyens d'expression. Alors si je fais retour au début de mon exposé, je vous rappelle dans Les Mariés de la Tour Eiffel une formule très célèbre, hein, on l'entend parfois même, reprise par certains à la radio, puisque ces mystères me dépassent, feignons d'en être l'organisateur. C'est une formule de Cocteau, je précise, hein, dans Les Mariés de la Tour Eiffel. Et précisément c'est ça, Cocteau n'a cessé de feindre d'être l'organisateur de son monde poétique, mais au bout du compte, il a toujours été agi. Et agi évidemment par l'invisible et par ce mort qu'il habitait tout au long de son existence, à savoir son propre père. Voilà. Merci de votre attention. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions. C'était un peu long. J'en suis désolé. Parce qu'on est parti avant la fin, donc c'est bon signe. Pourtant il fait froid, je suis désolé, mais je ne pensais pas qu'il fasse si froid dans la pièce. Hein. C'est un peu plus chauffé que ça, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais là on calme. Donc voilà, vous voyez, on a un public assidu et qui apparemment c'est pour ennuyer, je ne sais pas. Je parle pour vous. Merci. Alors je peux répondre à des questions s'il y en a. Évidemment, je suis entré dans des considérations peut-être un peu abscons parfois, hein, mais c'est nécessaire, c'est une façon d'appréhender une œuvre et de la prendre au sérieux. Hein. Et pour le coup, elle est d'une cohérence, mais totale, complète. Du coup, moi j'ai peut-être une question Oui, plus générale. Je vous en prie. Je l'ai noté. Est-ce que, en fait, Jean Cocteau établit une similitude, une ressemblance entre la poésie et les autres arts, comme la peinture Oui. et la musique, à la manière en fait de Jean-Paul Sartre dans son livre Qu'est-ce que la littérature? En ce sens que dans la poésie, en fait, les mots sont vidés de leur signification pour n'être plus que des images sur les pages Oui. et des sons à l'oral. Donc, les images sur les pages, c'est la peinture, Oui. et les sons à l'oral, c'est la musique. Alors oui, bien sûr qu'il établit des relations, mais en fait, il est comptable d'une histoire qui est beaucoup plus ancienne. Hein. Là, je vois que j'ai une étudiante dans la salle, on va se dire, ah, ça y est, il ressort le couplet du coup. Mais en l'occurrence, depuis le romantisme allemand, au moins, on a pensé la poésie, en fait, non pas comme un genre littéraire, mais en fait comme une expression qui prenait de multiples formes. Hein. C'est déjà ce que disent les romantiques allemands, notamment dans la revue Athénaum, hein, autour de l'année 1800. Alors à partir de là, bien sûr, tout le XXe siècle, le XIXe, le romantisme et le XXe siècle ne vont cesser de considérer la poésie comme irréductible finalement à une forme particulière d'expression. La poésie, c'est le tout dans lequel nous baignons, enfin, où baignent les arts, etc. Et puis elle s'exprime sous des véhicules différents, qui peuvent être la peinture ou autre. Alors Cocteau ne considère pas tout de même que tout se vaut. Et en l'occurrence, il a toujours dit que l'œuvre graphique était secondaire chez lui. Je dirais même l'œuvre cinématographique. Pour lui, c'était un métier d'abord artisanal que celui du cinéma. C'est ce qu'il aimait d'ailleurs, ça calmait ses angoisses. Cocteau était adoré par le milieu cinématographique. Et je ne parle pas des stars, je parle des techniciens. Bon, il a formé, on sait qu'il a formé Henri Alcan, donc le grand éclairagiste, etc. Il a formé toute une série de personnes, hein, justement parce qu'il refusait le flou poétique, les lumières un peu flottantes, il voulait des lumières dures, des éclairages assez tranchés, etc. Mais il n'en considérait pas moins le cinéma comme quelque chose de très secondaire dans son œuvre, et il déplorait que finalement ce soit le cinéma qui lui apportait une telle célébrité, qui était même mondiale à l'époque. Hein. Il arrivait mal à sortir sans être poursuivi. On imagine mal. Hein. C'est vraiment le début d'une forme de starisation. Aujourd'hui, je ne sais pas si les écrivains déchaînent de telles passions, en tout cas c'est son cas. Y compris aux États-Unis, lorsqu'il y va en 1949 et autres. Alors la poésie, elle, en revanche, pour lui, certes, elle est un véhicule qui se diffuse dans tous les arts, mais là où la concrétion est la plus pure, c'est évidemment dans le texte. Et notamment dans le texte poétique. Et pour lui, tous ces textes poétiques ne se valent pas. Mais comme disait Borges à propos de Verlaine, chez Verlaine, il y a 80% de déchets, mais il y a 20% de poèmes absolument sublimes. Ce qu'on retient de l'œuvre de Verlaine, ce sont ces 20%, et il faut juger un poète à ses plus beaux poèmes, pas à ses mauvais. Alors Cocteau a toujours considéré qu'il y avait une partie de son œuvre qui était une partie vite obsolète, frappée de désuétude, ou destinée à l'être, et en tout cas qui relevait davantage de l'exercice que de la véritable inspiration. Et vous avez des textes qui pour lui sont
profondément poétique, comme l'Ange Hortebise, comme la Crucifixion, comme le Requiem qu'il écrit après son infarctus sur son lit d'hôpital, qui est sa dernière œuvre poétique. Il intitule le Requiem, il a publié en 62, il meurt en 63. Il ne s'était pas trompé. Il a quand même raté sa mort, si je peux me permettre, parce qu'il a quand même pas mal réussi de choses. Il a quand même raté sa sortie, puisque comme vous le savez, parce qu'on a célébré aussi la mort de cette illustre française, il est mort le jour, pas le jour, mais le lendemain de la mort d'Édith Piaf, puisqu'on a caché la mort d'Édith. Elle est morte la veille, passons là-dessus. Mais donc en octobre 63, les journalistes se précipitent chez Cocteau, parce que Cocteau a écrit des textes magnifiques sur Piaf, et surtout il a fait monter Piaf sur scène, puisqu'il a fait jouer comme comédienne dans Le Bel Indifférent. C'est la seule pièce qu'elle ait jouée, et c'est Cocteau qui lui a donc écrit cette pièce. Toujours jouée du reste, à part les jeunes compagnies, parce qu'elle est facile à monter, elle ne coûte pas très cher, il faut bien avouer. Et Cocteau est pris d'étouffement, juste après avoir été interviewé, et il finit par mourir dans la journée. Et précisément, sa mort sera éclipsée par celle d'Édith Piaf, parce qu'évidemment, face à un tel phénomène, il n'a pas réussi sa sortie. Bon, c'est pour finir sur une note amusante, mi-amusée, mi-attristée quand même. Moi, je connais pas du tout voilà, la vie de Cocteau, etc. Par rapport à la mort du père, est-ce qu'il y a, je suppose qu'il y a eu des tas d'analyses et tout ça. Mais très peu, justement. Ah, donc, est-ce qu'on sait, entre guillemets, est-ce qu'on a réussi à expliquer Les raisons? Oui. Alors, les raisons, on ne les connaît pas. Alors, évidemment, les raisons, après, il y a les vraies raisons qu'on ne connaît pas, et puis après, il y a les raisons fantasmées par Cocteau lui-même. C'est-à-dire que, donc, on pense que le père s'est cru ruiné. Il était agent de change. Cocteau est issu de la même milieu que Proust. C'est vraiment la haute bourgeoisie parisienne, extrêmement riche et ouverte sur les arts, surtout. Mais très hétéroclite, dilettante, avec des Delacroix à la maison, enfin, notamment des gravures, peut-être pas des tableaux quand même, mais des gravures, etc. En tout cas, un milieu très très éclairé. Mais c'est vrai que la ruine a peut-être provoqué le suicide du père, ça on n'en sait rien. Cocteau n'a jamais parlé de manière directe de cette mort, comme je vous l'ai dit, à part dans son journal intime, mais dans ses romans, il y a des figures de père. Et ces figures de père, elles sont toujours absentes. Pour avoir édité les romans, je peux vous le dire, le père est quasiment absent, il disparaît, alors il était très effacé, ou alors il meurt, mais il est souvent très effacé, très fameux. Une personne qui n'existe pas, évidemment ça a à voir avec Cocteau, ou alors, dans le Livre Blanc, qui est un roman sur l'homosexualité de Cocteau, il imagine à son père les mêmes penchants que les siens. Autrement dit, il se serait suicidé parce qu'il aurait senti qu'il était homosexuel. Ce qui, évidemment, relève sans doute du fantasme. On sait qu'un oncle de Cocteau, en revanche, c'est l'oncle Raymond, lui, était authentiquement homosexuel et a créé un scandale diplomatique, puisqu'il a eu une relation avec l'héritier de la couronne d'Allemagne, le fils de Guillaume II. Le fils de Guillaume II. Donc ça a créé un scandale énorme, etc. Tout ça a été étouffé. Dans la famille, on a parlé de tout ça, vous voyez. Et on peut se demander jusqu'à quel point les mœurs de l'oncle ne sont pas transposées sur les pères romanesques que Cocteau s'invente dans ses fictions. Voilà. Et sinon, la personnalité du père c'est pas grand-chose. En revanche, la personnalité de la mère, on en connaît pas mal. Elle a été portraiturée, c'est une grande figure qui a toujours soutenu son fils, qu'il adorait, elle avait véritablement l'adulé. Elle avait 2 autres enfants. L'un qui s'appelait Paul, bien sûr, comme le personnage des Enfants terribles, et puis une fille qui s'appelait Marthe, qui l'un et l'autre sont restés des bourgeois standards, menant une grande vie, mais évidemment rien de poétique dans tout ça. Mais c'est vrai que Cocteau était le petit dernier. Il y avait un écart assez considérable, ce qui fait que Cocteau a vécu son enfance en admirant son frère et sa sœur qui constituaient en fait un couple presque mythique. Il y avait un décalage assez important. Et c'est la raison pour laquelle, dans Les Enfants terribles, il est question de ce couple mythique que forment les 2 personnages, du frère et de la sœur, Paul et Élisabeth, qui sont si proches. Et vous avez un personnage de spectateur qui est Gérard. Et on peut se demander jusqu'à quel point ce n'est pas Cocteau lui-même qui contemple
ce couple mythique. À telle enseigne que j'avais étudié il y a quelques années la dramatique, on appelait ça des dramatiques à l'époque, la dramatique qui avait été faite pour la radio-télévision française à la fin des années 40, et Cocteau jouait donc une dramatique faite par une certaine Agathe Mella, parce que vous avez travaillé sur France Culture, et donc Cocteau va accepter de jouer, de remplacer au pied levé un des personnages, un des Jean de Sailly en l'occurrence, qui est tombé malade, et il va jouer le rôle de qui? De Gérard. Et il le joue très bien, c'est-à-dire qu'il joue le rôle du spectateur, c'est quand même assez amusant. Alors évidemment, c'est peut-être simplement une coïncidence, mais il se trouve qu'il joue le rôle du spectateur du couple mythique, celui formé par le frère et la sœur. Ah, les histoires de famille. Merci beaucoup en tout cas pour cette magistrale. Un petit peu quand même à l'emporte-pièce, et je suis désolé d'avoir été si long. Et j'ai sabré, je vous assure. En tout cas, merci de votre attention. D'abord, vous trouverez les deux derniers ouvrages, notamment ce cahier bien magistral, vraiment je vous recommande, offrez-le, lisez-le, bref, il est disponible ici. Et je vous invite simplement à vous procurer le programme des prochaines sessions de l'Université ouverte pour 2017. Je vous donne rendez-vous dès 17 janvier, ici même, pour entendre Céline Spector parler de son ouvrage Éloge de l'injustice, un livre vraiment remarquable qui résonne particulièrement dans l'actualité. Comment peut-on rationnellement parler de l'injustice? C'est pas inintéressant. Et le 2 février, nous parlerons de la démocratie universelle avec Florent Guénard dans ces mêmes lieux. Et le 27 février, dans ces mêmes lieux, et là franchement, on peut difficilement faire autre chose d'ailleurs, Michel Zinc nous parlera du Moyen-Âge. On parlera un peu de ce qu'il y a dans certains de ses livres qui nous entourent. Le 9 mars, cette fois à l'atelier numérique, Étienne Klein nous parlera du pays qu'habitait Albert Einstein, livre récemment sorti. Et enfin, le 28 mars, vous avez rendez-vous avec Sylvain Vénère qui nous parle d'une guerre au loin, peut-être qu'il nous parle de Pierre Loti. Voilà. À bientôt. Merci.